Bonjour à tous. Alors, un petit corrigé rapide sur le DSDM que vous aviez à faire de mécanique. Donc, on avait 3 exercices. Pour chacun des 3 exercices, on vous donne évidemment la valeur de l'intensité de la pesanteur qui vaut 9,81 newtons par kilogramme. On rappelle que chaque application numérique doit être précédée d'un calcul littéral. Il y en a qui ne le font pas correctement. Et il faut faire attention aux chiffres significatifs dans vos résultats. Alors, premier exercice, sacrée lanceuse. Donc, on a une lanceuse ici. Au bout d'un fil, il y a un boulet. Le fil est tendu et elle va faire tourner le boulet autour d'elle. Ce boulet a une masse de 7,2 kg et on a la chronophotographie. Donc, je rappelle que c'est image par image. On a les positions du boulet au cours du temps. Donc ici, c'est la lanceuse, évidemment, et les différentes positions du boulet représentées par A1, A2, A3, A4, etc., etc. Donc, on considère le boulet comme un point, le centre du boulet ici. Alors, cette chronophotographie est vue de dessus. Donc, ça veut dire qu'on a notre œil qui est là et on va évidemment avoir le mouvement circulaire. On va le voir vu de dessus. Donc, ce mouvement se ferait évidemment dans ce plan-là. D'accord, je ne sais pas si je peux dessiner un plan comme ça, là, mais ça serait dans ce plan-là. Alors, on nous donne des informations très importantes. D'abord, la durée entre chaque position, c'est 0,05 secondes. Donc, ça veut dire que la durée qui s'est écoulée entre A1 et A2, c'est 0,05. Donc, entre A1 et A3, c'est 2 fois 0,05 secondes. Ensuite, le rayon du cercle vaut en vrai 2 mètres. D'accord? Donc, le rayon du cercle, il est où ici? Je vais tracer hop, une ligne. Voilà, donc le rayon du cercle, il est là. D'accord? Donc ça, c'est le rayon du cercle et ça fait 2 mètres en vrai. Voilà pour l'analyse du début. Alors, on y va pour les questions. Alors, on demande de calculer les vitesses V2 et V4 et ensuite de tracer. Alors, il y avait une erreur dans mes questions. Là, c'était la question 2, la question 3, 4, 5 et 6. Bon, c'est pas très grave. Donc, calculer ces vitesses V2 et V4 et tracer les vecteurs V2 et V4. Et on vous donnait, donc chose importante, l'échelle pour représenter ces vecteurs. Alors, on y va pour déjà calculer V2 et V4. Alors, c'est quoi la méthode? Je veux la vitesse au point 2. D'accord? Donc, pour ça, il va falloir que je calcule la distance parcourue entre le point d'avant et le point d'après. Donc, la distance A1, A3. Donc, je peux la représenter. Donc, déjà, je peux tracer la corde. Hop, on se débrouille avec les moyens du bord. Voilà. Donc, on a A1, A3. On va mesurer cette distance et ensuite, on va diviser par le temps qui s'est écoulé entre A1 et A3, c'est-à-dire taux plus taux. Donc, 2 taux, donc 2 fois 0,05 secondes. Donc, si on veut calculer V2, ce sera la distance A1, A3 qu'on écrit comme ça, les 2 points écrits. Ça, c'est la distance A1, A3 divisé par 2 taux. Alors, rien de difficile si on mesure A1, A3 directement sur le document, sauf que le rayon réellement fait 2 mètres. Or, vous voyez bien qu'ici, on n'a pas 2 mètres. Donc, il y a évidemment une échelle qu'il va falloir prendre en compte. Donc, cette échelle, elle nous dit par exemple le rayon, il fait 2 mètres en vrai. Mais sur le dessin, moi j'ai mesuré, alors si vous imprimez, c'est ce que vous auriez trouvé, vous pouviez le faire également sur l'écran, vous ne trouverez pas la même chose, mais au final, vous trouverez la même valeur réelle. Donc 4,1 cm pour le rayon R qui fait 2 mètres en vrai. Donc nous, on mesure 1,1 à 3 sur le dessin et on trouve, si on imprime encore une fois, 3 cm. Et donc on se demande quelle est la distance en vrai. C'est une simple règle de 3 évidemment. Donc ça veut dire ici que A1, A3, c'est 3 fois 2. Alors attention, il faut que les unités sur le dessin soient les mêmes et les unités en réalité vont être les mêmes. Donc le résultat, vous allez le trouver en mètres. Donc ça fera 3 cm fois 2 mètres sur 4,1, donc en centimètres. Donc les centimètres s'en vont, centimètres, centimètres, j'aurais pas dû le mettre. Et donc on trouve, donc 3 fois 2, 6, divisé par 4,1. Normalement, on trouve, donc si on fait le calcul, on trouve 1,5 mètres.
Voilà pour la vraie distance A1, A3. Donc déjà, il y en a, ils avaient oublié cette échelle, donc ils ne trouvaient pas évidemment les bonnes valeurs pour la vitesse. Donc ensuite, une fois qu'on a la vraie valeur, bah, on calcule. A1, A3, c'est 1,5 m. 2 taux, c'est 2 fois 0,05 secondes. Et on trouve, donc ça fait 1,5 divisé par 0,1, 2 fois 0,05, on trouve 15 mètres par seconde pour la vitesse V2. Alors, on fait, donc voilà, écrit un peu mieux, hein, on fait la même chose pour V4 et on s'aperçoit qu'on trouve exactement la même chose puisque la distance A3, A5, attention, hein, point d'avant, point d'après, c'est la même chose. Donc on trouve aussi 15 mètres par seconde. Ça voudrait dire que non seulement le mouvement est circulaire puisqu'on nous donne un rayon, hein, mais qu'il est en plus uniforme. Alors pourquoi uniforme? Parce que la valeur de la vitesse est constante. Donc ça sera un mouvement circulaire uniforme. Alors ensuite, à partir de là, on vous demande de tracer V2 et V4. Alors je vais le faire pour V2. Alors comment on fait? C'est quoi la technique? Le vecteur vitesse, déjà il va commencer au point 2, d'accord? Et ensuite, sa direction, ça va être la direction de la tangente à la trajectoire. Et c'est quoi la direction de la tangente à la trajectoire? C'est la direction de la corde. Donc ici, A1, A3. Donc point d'avant, point d'après. Donc là, je peux déplacer, voilà, la direction du vecteur vitesse, ça le déplace parallèlement hein, sur mon PDF ici. Donc ce sera cette direction-là, tangente à la trajectoire. Le sens, ce sera le sens du mouvement, donc ici de A1 vers A3, donc ce sera comme ça, d'accord? Et la valeur, 15 mètres par seconde. Alors attention, on nous donne une échelle pour représenter les vitesses. On nous dit 1 cm pour 5 mètres par seconde. Nous, on a représenté 15 mètres par seconde. Donc, on devra représenter les vecteurs vitesse, hein, c'est les deux mêmes, par une distance de 3, une longueur de 3 cm. Donc, à vous de représenter votre vecteur avec une longueur de 3 cm. Donc, si je vais essayer de représenter une flèche ici, hop, que je vais déplacer après parce que sinon il n'est pas d'accord. Alors je vais essayer de le faire. Voilà, donc je représente une flèche d'une certaine longueur qui ferait 3 cm et elle aurait cette direction-là. Alors je vais essayer de mieux la mettre parce qu'elle n'était pas dirigée tout à fait comme il faut. Voilà, là on a l'air. Alors je vais voir si c'est la bonne direction. Elle est bien superposée à ma direction. Et je la déplace pour qu'elle commence en V2 exactement. Donc voilà le vecteur V2. Moi là, je n'ai pas dessiné avec 3 cm, hein, je ne peux pas le faire directement là, mais vous, ce serait 3 cm. Donc ça, ce serait V2. On fait la même chose pour V4. Alors sachant que, évidemment, là, il nous faut A3 et A5. Donc on trace la corde. Hop. Non, là, je vais déplacer exprès. Hein. Je me mets en A3. Voilà. Et je vais en A5. Donc ça, ce serait la corde A3, A5. Ensuite, ça va me donner la direction, du vecteur vitesse V4. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma flèche de tout à l'heure. Donc c'était mon vecteur. Je vais garder la même distance, la même longueur. Et je vais prendre la bonne direction ici. Hop. Donc ici, on aurait la direction pour V4 et V4. Voilà. Donc, tangent à la trajectoire. Donc ici, la même direction que la corde A3, A5. Le sens du mouvement. Et on représente également avec 3 cm. Donc, voilà ce qu'on aurait pour V4 et pour V2. Attention, quand vous représentez des vecteurs vitesse, faites apparaître les constructions hein, pour qu'on voit bien ce que vous avez fait. Donc ça donne quoi? Évidemment beaucoup plus joli. Voilà ce que vous avez fait. Donc on fait apparaître les cordes, hein, d'accord? Et on trace bien la parallèle à la corde qui passe par le point qui nous intéresse. On représente par 3 cm. Pareil pour V4. Donc première chose à savoir faire,
utiliser l'échelle d'un schéma ou d'une chronophotographie. Ensuite, utiliser une échelle pour les vecteurs vitesse et savoir les représenter le plus précisément possible. Il faut vraiment que la pointe de la flèche soit à 3 cm ici du point où vous avez commencé à tracer le vecteur vitesse V2. Alors, à partir de là, la question suivante, c'était de représenter delta V3. Donc, le vecteur delta V3, c'est le vecteur variation de la vitesse et c'est V4, donc le vecteur vitesse au point d'après, moins V2, le vecteur vitesse au point d'avant. Donc, on doit représenter ce vecteur delta V3 au point A3. Alors, c'est quoi la technique ? On a le vecteur V4 ici et on a le vecteur V3. Normalement, ils font la même longueur. D'accord ? Donc, on va déjà représenter V4, puisque delta V3, c'est V4 moins V2. On va représenter V4 par translation. On va le mettre en A3. D'accord ? Alors, moi, ce n'est pas super précis. Je vous montrerai après une plus belle construction. Voilà, on essaye vraiment de le faire partir du point A3. Donc là, on a V4 que j'ai représenté ici. Et à la pointe du vecteur V4, il va falloir dessiner moins V2, puisque delta V3, c'est V4 moins V2, c'est-à-dire V4 plus moins V2. Donc, on va additionner des vecteurs, mais le vecteur qu'on va additionner, ce n'est pas V2, mais moins V2. D'accord ? Donc, alors là, attention, hein, je peux pas retourner la flèche, mais vous allez imaginer, je vais vous montrer après. À la pointe de V4, je vais dessiner V2. Et donc, moi, en fait, c'est moins V2. Ça veut dire que la flèche, vous imaginez qu'elle est ici. Voilà. Donc, ma flèche, en fait, donc là, je vais le dessiner. Ma pointe de flèche, elle est exactement ici. Donc, je pars de là. V4 plus moins V2, j'arrive ici. Et donc, où est mon delta V3 ? Donc, je vais essayer de le dessiner s'il veut bien. Voilà. Non, il ne veut pas. Ouais, c'est pas grave. Donc, je dessine delta V3. Voilà, delta V3, ce serait ce vecteur-là. D'accord ? Donc, ça, ce serait delta V3. Est-ce que je peux... Donc, je vais voir si je peux le faire. Tac, changer ma couleur. Je pense que oui. Voilà. Donc, non, il ne veut pas. Voilà. Donc, ici, on aurait delta V3. Donc, c'est ce vecteur-là. Alors, on remarque que delta V3, il a la direction du rayon. Bon, plus ou moins précis avec mon dessin à moi, mais direction du rayon. Alors, je vous montre ce que ça donne en beaucoup plus joli, encore une fois. Donc, voilà, faites apparaître les constructions. Donc, notre V4, il y était déjà, notre V2 aussi. Je trace V4 par translation en A3. Au bout de V4, V2, attention, par translation et à l'envers, puisque c'est moins V2. J'arrive ici et ici, j'ai mon delta V3. J'ai prolongé en pointillé pour que vous voyez bien que c'est la direction d'un rayon delta V3. On dit qu'il est radial puisqu'il a la direction du rayon et on dit qu'il est centripète puisqu'il est dirigé, la flèche ici, vers le centre du cercle. Donc delta V3 sera radial et centripète. On l'avait déjà vu avec des mouvements circulaires uniformes, vous l'aviez déjà fait ce genre de choses. Alors, on continue. Ensuite, on vous demande de montrer que la norme, attention, la norme de delta V3 sur delta T est proche de 100 mètres par seconde au carré. Donc 100 mètres seconde moins 2. Alors pourquoi cette unité-là déjà ? Parce que vous divisez l'unité d'une vitesse, donc mètres par seconde, par des secondes. Donc ça nous fait bien des mètres par seconde divisé, donc je le fais hop, mètres par seconde, divisé encore par des secondes, et bien ça, c'est des mètres par seconde au carré. Et ça s'écrit ms-2. D'accord ? Donc, montrez que cette norme est proche de 100 mètres par seconde au carré. Alors déjà, attention, votre delta V3, il est là. D'accord ? Vous l'avez dessiné. Donc, la seule manière d'avoir la norme de delta V3, c'est de mesurer combien ça fait sur le dessin. Donc, vous allez mesurer delta V3 sans la flèche, c'est la norme. Alors, ça peut s'écrire également comme ça,
La norme de delta V3, c'est ça. Et en physique, on peut l'écrire aussi sans tout l'arsenal. Là, on enlève juste la flèche. Et donc, on va mesurer combien ça fait sur le dessin. Donc, ici. Et ensuite, attention, on a une échelle. Notre échelle, c'est 1 cm pour 5 mètres par seconde. Nous, on va trouver les centimètres et donc, on verra combien ça fait de mètres par seconde pour delta V3. Alors, ça donne quoi? Si on mesure delta V3, ici, sur le dessin, quand on le fait correctement, on trouve 2,1 cm. Or, on sait que 1 cm, ça correspond à 5 mètres par seconde. Donc, 2,1 cm, à combien ça correspond en mètres par seconde? Donc, le calcul va être 2,1 fois 5 divisé par 1. On ne divise pas par 1. Et donc, on arrive 2,1 fois 5 à 10,5 mètres par seconde. Donc, ça veut dire que delta V3 sans la flèche, juste sa valeur, c'est 10,5 mètres par seconde. Ensuite, il suffit de diviser par delta T. Mais attention, c'est quoi delta T? Pour calculer delta V3, je suis partie de V4 moins V2, donc du point d'après et le point d'avant. Donc, il s'est écoulé, ce point-là et ce point-là. Donc, il s'est écoulé 2 taux. Donc, le delta T, attention, c'est 2 taux. Donc, on divise 10,5 mètres par seconde par 2 taux, 2 fois 0,05. On trouve 105 mètres, attention, par seconde au carré, puisqu'on divise encore par des secondes. C'est bien proche, c'est très proche de 100 mètres par seconde au carré. Donc là, on est bon par rapport à ce qu'on nous demandait. On continue. Alors, on nous demande après ça de faire le bilan des forces agissant sur le boulet, puis représenter le vecteur somme des forces extérieures sur le dessin. Alors attention, si on vous demande ça, il y a évidemment un lien avec ce qui est avant. C'est-à-dire que la question 4, elle ne sert pas à rien. C'est-à-dire qu'on a vu des choses qui relient delta V et la somme des forces extérieures. Il va évidemment falloir s'en servir ici. Surtout qu'on ne connaît pas les valeurs des forces. Donc, il va falloir réussir à dessiner la somme des forces extérieures sans connaître les valeurs des forces. Donc ici déjà, on regarde un petit peu la situation. Quel est le... Hop, j'enlève ça. Quel est le système? C'est mon boulet. Le référentiel terrestre. D'accord? Quelles sont les forces qui s'appliquent? Alors, c'est très important ça. Pour savoir quelles sont les forces qui s'appliquent, on se demande quels sont les objets extérieurs qui sont susceptibles d'agir sur mon système, c'est-à-dire le boulet. Ici, il y a évidemment la Terre, le centre de la Terre qui attire le boulet vers le bas verticalement. Cette force, la force exercée par la Terre, il faut une règle évidemment, c'est le poids. Donc vertical vers le bas, le poids s'applique sur mon boulet. Ensuite, quel autre objet extérieur est susceptible d'agir sur le boulet? Eh bien, le fil. Le fil, qu'est-ce qu'il fait? Il tire le boulet, il retient le boulet. Si je coupe le fil, le boulet tombe. Donc, ça veut dire qu'il y a une force qui est exercée par le fil sur le boulet et qui retient le boulet. Donc, cette force qui s'applique au point de contact entre le boulet et le fil, c'est ce qu'on appelle une force de tension. C'est la force de tension du fil. Donc, dirigée vers la main de la lanceuse. Ok? Y a-t-il d'autres objets extérieurs susceptibles d'agir? Eh bien non. Ici, on va négliger évidemment les frottements de l'air, etc. Donc, il y a juste le poids et la tension du fil. Alors, le problème, c'est que si je veux dessiner la somme des forces extérieures, la somme des forces extérieures, ce sera T plus P. Donc, ce sera la somme de ces deux vecteurs. Et on ne connaît pas ni la valeur de P. Alors, P, on pourrait la calculer puisque c'est M fois G, la valeur. Donc, 7,2 kg fois 9,81. Mais T, on ne sait pas. On ne sait pas du tout combien vaut T. Donc, on ne pourrait pas dessiner correctement la somme des forces extérieures. Et d'ailleurs, ce serait quoi la somme de ces forces? Là, je ne suis pas à l'échelle. Mais pour dessiner la somme, il faudrait faire P. Et au bout de P, il faudrait redessiner T correctement. D'accord? Et qu'est-ce qu'on aurait? On aurait la somme des forces extérieures qui serait ici. Bon, j'ai pas de règle, c'est hop, voilà. Ça, ce serait P plus T. Donc le vecteur somme des forces extérieures, ce serait celui-là. Mais on ne connaît pas la valeur de T, donc on ne peut pas représenter ce vecteur correctement.
Mais par contre, qu'est-ce qu'on sait? On sait, on a vu hein, que il y a un lien entre la somme des forces extérieures et delta V sur delta T. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la somme des forces extérieures en vecteur hein, égale la masse du système fois delta V. Donc ici, on n'a que delta V3, donc ce sera au point 3 hein, qu'on va représenter la somme des forces. Delta V sur delta T. Voilà ce qu'on sait. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces deux vecteurs, somme des forces et delta V, vont avoir même direction et même sens. Même sens parce que on n'a pas de signe moins devant, là c'est positif, donc même sens. D'accord? Et au niveau de la valeur, attention, on va enlever les flèches. Au niveau de la valeur, ça voudra dire que la valeur de la somme des forces extérieures, j'enlève la flèche, ou alors j'écris ça en notant la norme, d'accord? Norme de la somme des forces extérieures, égale la masse du système fois la valeur de delta V3, j'enlève la flèche, sur delta T. Je connais delta V3, je l'ai calculé juste avant. Je connais la masse du système, 7,2 kg. Je connais delta T, c'est 2 fois 0,05 secondes. Donc, je peux calculer la norme de la somme des forces extérieures. D'accord? Alors, ça nous donne combien, si on le fait? Ça nous donne que la somme des forces extérieures, donc je remplace, attention hein, aux flèches, la masse 7,2, delta V sur delta T, en plus on l'a directement, pardon, delta V sur delta T, c'était 105 mètres par seconde au carré. Donc on multiplie par 105 et on trouve 788 newtons. Donc je connais la direction de la somme des forces, le sens et la valeur. Donc il ne suffit plus maintenant que de trouver une échelle pour représenter la somme des forces extérieures au point 3. On a 788 newtons à représenter. Moi j'ai proposé 1 cm pour 200 newtons, ce qui ferait, si vous faites une règle de 3, hein, 3,9 cm pour la somme des forces extérieures. Et alors, ça serait quoi du coup, la somme des forces au point 3? On représenterait avec 3,9 cm, donc ce serait plus long que delta V3. Donc je vais essayer de le représenter s'il veut bien. Hop. Oh non, il me représente une flèche à l'envers, mais c'est pas grave. Donc je vais représenter une flèche en vert. Voilà. Et ce serait quoi? Ce serait, elle aurait la même direction que delta V3, le même sens que delta V3 et une valeur de 788 newtons. Donc on arrive à ça pour la somme des forces extérieures. Et donc la somme des forces extérieures, hop, serait représentée par ce vecteur-là. Et donc on voit que c'est radial et centripète. Alors c'est moins beau sur mon dessin, mais si on y va, voilà, sur plus joli, on voit somme des forces extérieures. Et là, c'est représenté avec les bonnes valeurs. Donc radial également, donc suivant le rayon du cercle. Centripète également. Et une valeur de 788 newtons. D'accord? Et alors, la dernière question, qui n'était pas évidente, hein, fallait déjà avoir répondu à tout ça. Est-ce qu'ici, une des forces peut être négligée? Alors, on a vu que les deux forces, c'est le poids et la tension du fil, et que la somme des forces, ce serait la somme des deux ici. Ok? Est-ce qu'il y en a une des deux qui peut être négligée? La réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que la somme des forces, en fait, elle est radiale et centripète. Donc, elle est suivant T ici. Donc, ça veut dire que ce vecteur somme des forces extérieures, en fait, c'est T. Donc, qui va être négligé? Qui va être tout petit? C'est le poids. Parce que regardez, alors c'est tout... Je vais essayer de refaire un dessin pour qu'on voit un petit peu mieux. Hop, voilà. Si je redessine un tout petit poids, tout petit, donc voilà, un tout petit P comme ça, hop, et que je dessine la tension, vous voyez que si je fais la somme des deux, si je fais, hop, la somme des deux vecteurs, donc si je fais T
et qu'au bout je fais P, bah, j'arrive, si le P il est tout petit par rapport à T, bah, j'arrive à une somme des forces extérieures qui aura même direction et même sens que T. Donc ça veut dire que le poids va être négligeable devant la tension du fil, puisque la somme des forces extérieures, eh ben en fait, ici, elle a même direction et même sens que la tension du fil. Donc du coup, bah, on va négliger le poids. Donc au final, hein, voilà, rédiger un petit peu mieux. Hein. On voit que la somme des forces a même direction et même sens que la tension du fil. Donc ça signifie que le poids va être négligeable devant T. D'accord ? Alors d'ailleurs, si on calcule le poids, la valeur du poids, c'est P sans la flèche égale M fois G. Donc soit 7,2 fois 9,81, on trouve 71 newtons. Donc on voit que c'est 10 fois plus petit que la somme des forces extérieures. Donc ça veut dire que la tension hein, est évidemment plus importante ici, évidemment. Voilà pour cet exercice. Alors, l'exercice numéro 2, attention au choc. Donc, on a Kimi qui se balade en overboard lorsqu'un chien surgit sur la route et l'oblige à freiner pour ne pas le percuter. Donc, Kimi est là, le chien est là. Le début du freinage se situe au point A. Donc, on considère qu'au point A, il commence à y avoir un freinage. Et au point A, l'overboard a atteint une vitesse de 5 mètres par seconde. Au point B, tel que AB égale D, Kimi et son overboard sont à l'arrêt. Donc la route est supposée horizontale et le mouvement rectiligne. Le système étudié, donc Kimi plus l'overboard, a une masse M de 60 kg. D'accord ? Donc, on vous demande de définir le système et le référentiel d'étude. Donc le système, on vous le donnait, hein, c'était Kimi et son overboard. Donc c'est voilà le système. Et le référentiel d'étude, c'est le référentiel terrestre. Hein, pour observer cette scène, c'est comme si on était sur la route à côté, fixe par rapport à la Terre, et on observe ce qui se passe. Alors, on vous demande ensuite de faire le bilan des forces qui s'exercent sur le système. Donc, pour ça, le système, c'est Kimi et son overboard. On se demande quels sont les objets extérieurs susceptibles d'agir sur ce système. Alors, on a la Terre. La Terre attire le système verticalement vers le bas. Donc, on aura, tout dessiner une flèche, on aura le poids, sans souci d'échelle, hein, dirigé verticalement vers le bas. Donc, on aura le poids P comme ça. D'accord ? Ensuite, quels sont les autres objets extérieurs susceptibles d'agir sur le système? Alors là, je l'ai représenté, le poids, hein, au niveau du centre de gravité de tout le système. Donc là, bon, je dis que c'est là. Hein. Après, voilà, il faut que ce soit représenté au niveau du centre de gravité du système. Ensuite, il y a la route. La route, elle va agir de deux manières. Donc d'abord, ça va retenir le système. Donc c'est ce qu'on appelle la réaction du support. Donc la route exerce une force de réaction qui permet de retenir le système. Et cette réaction, elle va être dirigée verticalement vers le haut. Et où va se situer, alors normalement, moi je vais essayer de le faire correctement, hop, où va se situer le point d'application de cette réaction du support? Elle va se situer au niveau d'un point de la surface de contact entre l'overboard, donc le système, et la route. Donc voilà la réaction. On sait évidemment, vous savez hein, que P et R doivent se compenser. Pourquoi ? Parce que quand le système est immobile, si l'overboard et Kimi sont immobiles, il n'y a pas de mouvement, donc la somme des forces extérieures doit être nulle, d'après le principe d'inertie. Donc P et R doivent se compenser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire même direction, donc là, la verticale, sens opposé, un vers le bas, une vers le haut, et elles doivent avoir la même valeur. Donc là, bon, je l'ai fait pas assez précisément, mais vous, quand vous faites sur le schéma, décalez légèrement le poids et la réaction et dessinez-les avec la même longueur, la même taille. Bon, c'est pas fini pour les forces. Il y en a une troisième qui va évidemment permettre le freinage. C'est encore une force exercée par la route, entre l'overboard et la route, qu'on peut appeler une force de frottement. Alors, une force de frottement qui va s'exercer au niveau de la route. Hop, je retente de tracer une flèche. Voilà.
Non, il veut pas. Je ne peux pas tracer de flèche. Si, voilà. Donc, je la dessine pas au bon endroit pour l'instant, hein. Je vais la dessiner tout de suite où il faut. Donc, c'est la force de frottement qui permet le freinage, qui va s'exercer comme pour le point d'application. Ça va être également un point de contact entre l'overboard et le sol, d'accord, ce qui permet de freiner. Et cette force, on a l'habitude de l'appeler petit f, force de frottement. Alors, certains m'ont parlé de force de freinage, d'accord, mais c'est quand même une force exercée par la route sur l'overboard. Ça va freiner, évidemment, ça va freiner parce qu'il y a une force de frottement entre l'overboard et le sol. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc voilà pour le schéma, sans souci d'échelle. Sans souci d'échelle, ça veut dire, alors là j'ai fait les deux en même temps, hein, le bilan des forces, c'est ces trois forces, et sans souci d'échelle, on les a représentées ici. Ça veut dire qu'on s'en fiche de la taille des vecteurs. Voilà, alors ça donne, représenté, hein, pareil, un petit peu mieux, voilà ce que vous avez. Alors, on continue. On nous demande à la question 4 de donner l'expression des travaux des forces entre les points A et B. Donc, on donne toujours les travaux sur un déplacement. D'accord? Donc, ici, le déplacement, je vais le dessiner en orange. Le déplacement, ce sera ce vecteur-là. Donc, je ne repasse pas dessus, hein, mais c'est le vecteur déplacement AB. Donc, on est là. Alors, on nous demande les travaux des forces. Alors, attention, on nous demande le travaux des différentes forces. Il y en a plusieurs parmi vous, ils m'ont donné que le travail d'une force ou le travail de manière générale. Nous, on veut l'expression, donc ce n'est pas la valeur forcément, hein, c'est l'expression des travaux de toutes les forces entre les points A et B. Alors, de manière générale, le travail d'une force sur un déplacement AB. Alors, il faut que ce soit une force constante. Là, on va considérer, hein, que R et P et F sont des forces considérées comme constantes. Donc le travail d'une force constante sur un déplacement AB, par définition, c'est le produit scalaire de la force F, donc le vecteur, fois le vecteur scalaire, le vecteur déplacement AB. Ça, c'est par définition. Si je développe le produit scalaire, ça fait valeur de F fois valeur du déplacement AB fois le cosinus de l'angle que j'appelle alpha. Mais cet angle, c'est quoi? C'est l'angle entre la force F et le vecteur déplacement AB. Donc, il va falloir utiliser cette formule pour chacune des trois forces que vous avez ici. Alors, on commence par le poids. Donc, si j'utilise ça pour le poids, ça fait travail du poids sur AB égale P fois AB, en valeur, tout ça, fois cosinus de l'angle entre P et le vecteur déplacement. Alors, on regarde le vecteur poids. Si je le déplace, pour que vous voyez mieux, s'il veut bien que je le déplace, voilà. Si je le déplace un peu plus bas, pour qu'on voit bien, c'est toujours le même vecteur, hein. Le déplacement AB est comme ça et le poids est comme ça. C'est quoi l'angle entre P et AB? L'angle entre les deux, il est là. D'accord? Et il vaut combien? C'est un angle droit. Donc, alpha vaut 90 degrés dans ce cas-là. Et combien vaut le cosinus de 90 degrés? Ça vaut 0. D'accord? Donc, ça voudrait dire que pour le poids, puisque cette force est orthogonale au déplacement, elle ne travaille pas. Puisque le cosinus vaut 0, on remplacerait P AB fois 0, ça fait 0. Donc, le travail du poids est nul sur le déplacement AB. Alors, pour ceux qui m'ont écrit que P était orthogonal au déplacement, donc ne travaillez pas, très bien. Donc, c'est 0 joules, hein. Ce n'est pas un vecteur, c'est une valeur. Très bien, c'est bien de l'expliquer aussi, hein, à chaque fois, de développer, de dire que c'est 90 degrés, donc c'est 0. OK? Pour la réaction du support. Alors, la réaction du support, on fait pareil. On regarde, on développe. Ça sera travail sur AB de la réaction grand R égale R fois AB fois cos alpha. Et alpha, ici, c'est quoi? Également 90 degrés. Donc, également un cosinus qui vaut 0 et également un travail nul. Donc ici, pourquoi le travail de P et de R est nul? Parce que ce sont deux forces qui sont orthogonales au déplacement. Donc, elles ne travailleront pas. D'accord?
Bon, il nous reste la force de frottement F. Alors ici, la force de frottement F, c'est quoi? On va considérer qu'elle est constante. Donc, ce serait son travail, ce serait petit f fois AB fois cos alpha. Alpha, cette fois-ci, il est là. Donc, l'angle entre F et le vecteur déplacement. Cette fois-ci, alpha vaut 180 degrés. Ce qui veut dire que le cosinus de alpha vaut le cosinus de 180 degrés, c'est-à-dire moins 1. Donc, ça veut dire que le travail de la force de frottement, ce sera FAB fois moins 1. Donc, moins FAB. Et AB, on l'appelle D. Donc, ça veut dire, j'écris en dessous, que le travail sur le déplacement AB de la force de frottement, ce sera moins F fois petit d. Est-ce que c'est logique? On voit un signe moins, ce qui signifie que le travail est résistant, ce qui signifie que la force s'oppose au déplacement. Oui, c'est une force de freinage, une force de frottement qui entraîne le freinage de l'overboard. Et donc, ça s'oppose évidemment bien au déplacement. Donc, tout est cohérent ici. Donc, en corriger un petit peu mieux et mieux écrit, on a donc le développement. Vous pouvez mettre pause pour chacune des forces, le travail de chacune des forces. Là, l'erreur que j'ai rencontrée le plus dans vos copies, c'est qu'il y en a, ils me donnent pas l'expression de tous les travaux. Et surtout, il y a une erreur sur l'expression générale du travail d'une force. Donc attention, revoyez bien ça. C'est le produit scalaire de la force fois le vecteur déplacement. Et c'est quand on développe qu'on a les valeurs, le produit des valeurs des deux vecteurs fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Question suivante. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, alors déjà, il faut le connaître, exprimer la distance d'arrêt petit d. Donc, exprimer encore une fois, c'est un calcul littéral. Ça veut dire qu'on veut l'expression, la formule qui va nous donner la distance petit d. Et c'est seulement à la question 6 qu'on va calculer cette distance. D'accord? On vous donne alors la valeur de la force de frottement qui serait constante à 200 newtons. Donc là déjà, il faut se souvenir du théorème de l'énergie cinétique et il faut l'énoncer. D'après le théorème de l'énergie cinétique, la variation d'énergie cinétique entre A et B, ici c'est ça qui va nous intéresser, est égale à la somme des travaux des forces qui s'exercent sur le système. D'accord? Et donc on va appliquer ce théorème de l'énergie cinétique. Alors, là je vous montre directement la correction. Donc, d'après le théorème de l'énergie cinétique, on a variation, alors ça c'est variation sur AB de l'énergie cinétique. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis entre parenthèses, égale. Donc, c'est toujours l'énergie cinétique du point final, donc B, moins l'énergie cinétique du point initial, donc A. Et c'est la somme des travaux des forces extérieures. Ça veut dire quoi? C'est le travail du poids plus le travail de la réaction plus le travail de la force de frottement sur ce déplacement AB. Pourquoi ça se simplifie? Pourquoi c'est uniquement le travail de la force de frottement? Parce qu'on a vu que le travail de R et le travail de P sont nuls. Donc, ça se résume, la somme des travaux des forces, au travail de la force F. Attention, j'ai vu une erreur. C'est pas le travail de la somme des forces. Ça veut rien dire. D'accord? C'est pas le travail de la somme des forces. C'est le travail de la force la première plus le travail de la deuxième plus le travail de la troisième. D'accord? Attention à ne pas confondre tout. Et ici, comme le travail du poids et le travail de R sont nuls, il nous reste le travail de la force de frottement. Alors ensuite, on remplace. L'énergie cinétique, par définition, c'est 1/2 de m fois la vitesse. Donc au point B, ce sera 1/2 de m fois VB carré. Moins l'énergie cinétique au point A, 1/2 de m fois VA carré. Or, on nous dit qu'au point B, le système est à l'arrêt. Donc la valeur de la vitesse au point B est nulle. Donc l'énergie cinétique au point B est nulle. Donc il nous reste moins, il ne faut pas l'oublier, le moins 1/2 de mVA carré égale moins F fois D. Et du coup, le moins, on en a un des deux côtés, donc on peut l'enlever ou le laisser. Et on veut D, ici. Donc du coup, on fait passer le moins F de l'autre côté. On arrive à moins 1
fois m fois v à carré sur 2 fois moins f, les moins s'en vont, et on arrive au calcul littéral suivant, d égale m fois v à carré, le 1 on n'est pas obligé de le mettre, divisé par 2f. Donc voilà pour l'expression de la distance petit d. Ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer pour la dernière question, sachant que F vaut 200 newtons, VA on vous le donne, c'est 5 mètres par seconde. La masse, on nous la donne, c'est 60 kg. Et puis voilà, donc on a tout. On fait attention aux unités, mais ici, il n'y a pas de problème. Et on trouve 3,8 mètres. Donc attention aux chiffres significatifs, on doit en garder uniquement 2 à cause du 2 chiffres significatifs dans la valeur de 5,0 mètres par seconde et également dans la valeur de 60 kg. On n'en a que 2. Donc on garde 2 chiffres significatifs. Alors, exercice numéro 3. Toujours le foot. Donc, lors d'un match de foot, Axel doit tirer un penalty. Donc, il dépose un ballon de masse 620 grammes au point O, donc pris comme origine d'un repère orthonormé OIJ, donc OXY. Axel tape le ballon en direction du centre du but, dont la ligne est située à x égale 11 mètres, donc la ligne de but, et il lui communique pour cela une vitesse initiale, donc au point O, de valeur VO ou V0, 11,5 mètres par seconde. On vous dit que la trajectoire du ballon est parabolique et très important, les frottements sont négligés. On vous donne un document qui nous donne les évolutions des énergies mécaniques, potentielles et cinétiques, mais on ne sait pas qui est qui. Donc il y a 3 courbes, courbe 1, courbe 2 et courbe 3, d'énergie en joules, en fonction de X, donc c'est l'abscisse en mètres, dans notre repère OXY, mais on ne sait pas qui est qui. D'accord ? Donc, on vous demande, première chose, de faire le schéma de la situation. Alors, le schéma de la situation, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on a un repère orthonormé, OX. Voilà, donc ça va être l'axe OX. Je vais représenter, hop, en bleu. Et on va avoir un axe OY, vertical. Donc, j'essaye, hop, de le faire le mieux possible. Voilà. Donc, ça va être O, donc Y, et ça, OX. Alors, représenté par des vecteurs unitaires, hein, OI pour OX et J pour l'axe OY. Mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que le Axel donne une vitesse initiale au ballon, donc qui va appeler V0. Donc là, je la représente un peu n'importe comment. Donc, je vais la représenter ici en orange. Ça, ce sera la valeur de la vitesse initiale. Et le ballon à t égale 0, donc au départ, il est au point O. Donc, ce vecteur-là, c'est le vecteur V0, vitesse initiale. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut représenter ? On peut représenter la trajectoire du ballon. On nous dit que c'est une trajectoire parabolique. Donc, on va avoir quelque chose comme ça. Donc, trajectoire parabolique du ballon. Donc, voilà pour le schéma, hein, par rapport à ce qu'on connaît. Ensuite, on vous demande de définir le système, le référentiel et d'effectuer le bilan des forces et de conclure sur la nature du mouvement. Alors, le système, évidemment, c'est le ballon. Le référentiel terrestre galiléen, enfin terrestre, hein, supposé galiléen. Donc, terrestre parce que c'est comme si on regardait ce qui se passait, hein, fixe par rapport à la Terre. Et faire le bilan des forces. Alors, c'est évidemment une fois que le ballon a quitté le pied, hein, d'Axel, d'accord ? Et donc, ce ballon, donc si je le représente, hein, le ballon ici, il va être soumis à quelle force ? On nous dit qu'on néglige les frottements de l'air. Donc, la seule force qui va s'exercer ici, c'est le poids. Donc, le poids est toujours vertical. Bon, je ne sais pas s'il va bien vouloir. Hop, le poids est toujours vertical vers le bas. Je vais représenter ça en rouge. Donc, le poids vertical vers le bas. Voilà la seule force qui s'applique ici sur votre système. Donc, le poids du ballon. Vertical vers le bas. C'est la Terre qui attire le ballon verticalement vers le bas. Donc, conclure sur la nature du mouvement, à cause de ce poids, au départ, le ballon a une vitesse initiale, d'accord ? Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Le poids va l'entraîner vers le bas, donc la vitesse va diminuer, d'accord ? Donc, le mouvement va être parabolique ralenti jusque-là. Et ensuite, grâce au poids, ça va s'accélérer vers le bas. Donc, le mouvement va être
parabolique accéléré dans la deuxième partie du mouvement. Donc, un peu mieux, voilà, donc le schéma. Alors ici, vous avez un angle, hein, parfois, souvent, on définit par rapport à la vitesse V0 un angle alpha, que vous avez ici, le poids et le mouvement qui sera parabolique, retardé ou ralenti, vous pouvez dire les deux, puis accéléré. OK? Alors, on continue. On vous demande de vous servir des conditions initiales, position et vitesse du ballon à t égale 0, pour déterminer les valeurs initiales des énergies et identifier les courbes. Alors, si quand même on regarde, l'énergie potentielle, par définition, c'est m, g, z. Alors, z étant l'altitude. Ici, nous, ce n'est pas z, mais y. Donc, l'énergie potentielle, ce sera mgy. Sachant qu'il faut toujours une origine, une référence pour l'énergie potentielle. Ici, ce sera quoi? Évidemment, ce sera l'altitude du point O. Donc, à cette altitude, au point O, on considérera que l'énergie potentielle égale 0 joules. EPP, ça peut être énergie potentielle de pesanteur. Si je rajoute le P, hein, c'est la même chose que EP, hein, mais EPP, énergie potentielle de pesanteur. Ensuite, l'énergie cinétique, c'est quoi? Bah, par définition, c'est 1/2 de m fois la vitesse au carré. Donc, on y va pour les conditions initiales. Donc déjà, l'énergie potentielle au point de départ. Donc, c'est énergie potentielle au point O. Bah, ça vaut combien? Bah, ça vaut 0. 0 puisqu'on est au niveau de l'altitude de référence de l'énergie potentielle où elle vaut 0 joules. Donc l'énergie potentielle à t égale 0, elle vaudra 0. Déjà, ça nous donne une indication. Et qu'en est-il de l'énergie cinétique? Bah, l'énergie cinétique au point O, elle vaut 1/2 de m fois la vitesse au point O au carré. D'accord? Alors, on connaît tout. On connaît la masse, 620 grammes. On connaît la vitesse qui vaut 11,5 mètres par seconde. Donc, il suffit d'appliquer. Attention, quand vous appliquez, la masse doit être mise en kilos. Et 620 grammes, ça fait 0,620 kilos. Attention à ne pas faire la bêtise. Donc, si on fait ça, 1/2 fois 0,620 fois 11,5 au carré, on trouve 41 joules. Donc 41 joules pour l'énergie cinétique initiale. D'accord? Donc du coup, bah, c'est pratique. On voit que l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, on a les valeurs. On sait aussi, hein, je ne l'ai pas rappelé, que l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. C'est la somme des deux. Donc, on voit que l'énergie à t égale 0 potentielle, elle vaut 0. Donc forcément, on est là. Donc forcément, la courbe qui représente l'énergie potentielle, c'est la courbe 3. Alors c'est logique, hein, parce qu'au cours du mouvement, l'altitude augmente puis diminue et elle est nulle au départ. Donc on a bien cette forme-là pour l'énergie potentielle, ça a l'air assez logique. Ensuite, pour l'énergie cinétique, bah, l'énergie cinétique, à t égale 0, elle vaut 41 joules. Ah bah tiens, ça marche bien avec ça. Donc soit c'est la courbe 1, soit c'est la courbe 2. Sauf que bah, la courbe 1, c'est une courbe où la valeur de l'énergie ici est constante. Or, au niveau de l'énergie cinétique, qui dépend de la vitesse, on voit que la vitesse au départ, bah, elle vaut V0, elle est maximum. Ensuite, elle va diminuer jusque-là. Et ensuite, la vitesse va réaugmenter sur la deuxième partie. Donc, la courbe qui représente l'énergie cinétique, c'est la courbe numéro 2. Et au final, c'est quoi la courbe numéro 1? Bah, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie mécanique. Elle se conserve ici. Alors, c'est logique, hein, pourquoi elle se conserve et elle est égale à une constante? Bah, parce qu'on néglige les frottements. Donc, c'est tout à fait logique. Et on voit que quand l'énergie cinétique, bah, par exemple, ici, l'énergie cinétique diminue de cette quantité-là, d'accord? Bah, donc, sur cette, hop, ici, bah, sur le même temps, l'énergie potentielle augmente de la même quantité. D'accord? Donc, quand l'énergie cinétique diminue d'une certaine quantité, l'énergie potentielle augmente d'une certaine quantité. Donc, il y a l'énergie, par exemple ici, l'énergie potentielle augmente alors que l'énergie cinétique diminue. Donc, l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle et convertit en énergie potentielle au cours du mouvement. Et donc, il n'y a pas de perte. Donc, c'est pour ça que l'énergie mécanique se conserve ici. Donc, on a réussi à trouver, à identifier les différentes courbes. Donc, ça nous donne
Voilà, donc un peu mieux rédigé. AT égale 0, le ballon est au point O, donc la hauteur est nulle, donc l'énergie potentielle EP0 est nulle. D'accord. Pour l'énergie cinétique, donc on trouve 41 joules. Donc courbe numéro 1, courbe numéro 2 et courbe numéro 3. Ensuite, question suivante. Repérer l'abscisse du point A à laquelle le ballon franchit la ligne de but. Alors on sait qu'au point A, donc d'après l'énoncé, on a x égale 11 mètres. D'accord. Et on veut en déduire les valeurs des énergies liées à la position et à la vitesse. Donc en gros, on veut EPP au point A et EC au point A. Donc énergie liée à la position, c'est l'énergie potentielle. Énergie liée à la vitesse, c'est l'énergie cinétique. Alors, on vérifie, le point A, axe la ligne de but, est situé à x égale 11 mètres. Alors, on va regarder le... Alors là, je vais vous montrer directement la correction, ce sera mieux. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On va se placer à x égale 11 mètres. Donc là, on sera au point A. Et on va projeter sur les courbes. On a dit que la courbe 2, c'était l'énergie cinétique. Donc je projette et je vais trouver la valeur de l'énergie cinétique au point A. On trouve environ 27 joules sur le graphe. Pour l'énergie potentielle, je projette sur la courbe, on a dit, correspondant à l'énergie potentielle, donc la courbe numéro 3. On trouve l'énergie potentielle au point A, on est entre 10 et 15, donc à peu près ici 13 joules. Donc voilà pour les valeurs des énergies cinétiques et potentielles quand on est au point A, au niveau de l'abscisse qui vaut 11 mètres. On nous demande de déduire de ces énergies les expressions, donc calcul littéral, puis les valeurs, donc application numérique, de la hauteur au point A, donc à quelle hauteur on se trouve sur notre trajectoire, et de la vitesse au point A, VA. Donc si je reprends ici juste mon schéma, donc on veut savoir, donc ça c'est la trajectoire du ballon, on veut savoir le point A, c'est-à-dire quand on est à x égale 11 mètres au niveau de la ligne de but, on est sur notre trajectoire au niveau du point A. D'accord? On veut savoir quelle est la vitesse en ce point. D'accord? Quelle est la vitesse au point A. Et on veut savoir, voilà, c'est pas très beau, on veut savoir quelle est la valeur de YA, c'est-à-dire HA, la hauteur, l'altitude au point A. D'accord? Alors, comment on fait ça? On sait que l'énergie cinétique au point A, elle vaut, on a dit, 27, je crois que c'est ça, je vais revérifier. Hop. On a dit l'énergie cinétique 27 joules au point A. D'accord, donc on la connaît. Et c'est quoi par définition? C'est 1/2 de M fois VA au carré. D'accord? Donc on peut en déduire VA. Ça va faire quoi? Je vais essayer d'isoler le VA. Donc je fais passer le 2 de l'autre côté. Donc ça fait 2 fois EC au point A. Et je fais passer le M de l'autre côté en divisant. Ça me donne VA au carré. Et si je veux avoir VA, je prends la racine carrée. Donc pour trouver VA, je fais la racine carrée de 2 ECA sur M, ce qui reviendrait à 2 fois 27 divisé par 620 grammes, donc en kilos, 0,620 kg. Donc là, on trouverait VA, on va regarder le résultat. Et pour HA, comment on fait? On sait que l'énergie potentielle au point A, on l'a trouvé sur le graphe, c'est 13 joules. Et c'est quoi par définition? C'est mg fois y au point A, c'est-à-dire HA. Donc pour trouver HA, il suffit de faire l'énergie potentielle au point A. Je fais passer mg de l'autre côté, donc je divise par mg. Voilà. Donc il suffit de remplacer EPPA par 13 joules, M par 0,620 kg et G par 9,81. Et je trouve la hauteur. Alors combien on trouve? Donc si on retourne, donc pour VA c'est racine de 2 ECA sur M, ce qui nous fait 2 fois 27 sur 0,620, 9,3 mètres par seconde. Donc ça veut dire que quand le ballon il arrive à la hauteur de la ligne de but, il arrive avec une vitesse de 9,3 mètres par seconde.
Et pour la hauteur, donc c'est EPA sur mg, donc 13 joules sur 0,620 x 9,81, on arrive à 2,1 mètres. Donc ça veut dire qu'au niveau de la trajectoire, on est assez haut, le ballon est assez haut, hein, à 2,1 mètres au niveau de la ligne de but. Voilà. Alors là, on n'a pas la hauteur du but, etc. Mais ça aurait pu être une question, est-ce que ça passe, est-ce que ça rentre dans le but ou pas, etc. etc. Ensuite, dernière question, que peut-on dire de l'énergie mécanique? J'ai déjà répondu au cours de l'exposé ici. L'énergie mécanique se conserve, elle est constante et on a vu que s'il n'y avait pas de frottement, que ces frottements étaient négligeables, l'énergie mécanique se conservait. Donc ici, évidemment, c'est cohérent. Après, si on pouvait faire des mesures exactes avec des capteurs de la vitesse du ballon, par exemple au point A, on trouverait peut-être une valeur inférieure à 9,3 puisque les frottements de l'air ne sont peut-être pas si négligeables que ça. Donc on pourrait trouver une valeur légèrement inférieure à 9,3 mètres par seconde. Voilà, j'espère que ça va pour la correction de ce devoir. Si ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à poser des questions parce que c'est des parties qui sont très importantes pour ceux qui continuent l'aspect l'année prochaine parce que c'est les bases de la mécanique, donc on va en avoir besoin en terminale. Il faut évidemment faire attention aux manipulations de formules, aux applications numériques, bien analyser les énoncés. Et les erreurs que j'ai vues souvent, quand on vous demande l'expression, c'est la formule, le calcul littéral. Et si on vous demande de calculer, là, il faut avoir la valeur numérique et donc faire l'application numérique. Donc, lisez bien l'énoncé et analysez bien l'énoncé. Bon courage à tous!